Alors la collection des paroisses des communes de France, dont le titre précis est Paroisses des communes de France, histoire administrative et démographique, est une collection qui a été initiée par Jacques Dupaquier et Jean-Pierre Bardet dans les années 73-74. Actuellement, il y a 41 volumes. En principe, un volume par département. Donc la collection, la voilà. Je peux, si vous voulez, ouvrir un volume, la Creuse par exemple, que voilà, c'est un très gros volume. L'auteur de cet ouvrage, c'est M. Christian Poitou. Ces ouvrages sont constitués d'une introduction assez volumineuse et en fait qui s'est enrichie au fur et à mesure des années, parce que les premiers volumes, les introductions font à peine de 3-5 pages, et comme vous le voyez, l'introduction de la Creuse est très importante. La première partie de l'introduction concerne donc l'histoire administrative d'Ancien Régime. Elle est très riche et c'est elle qui met en avant l'existence d'entités administratives d'Ancien Régime connues sous le nom de paroisses, mais ce n'est pas la paroisse au sens contemporain, la paroisse religieuse, ça pouvait être aussi une paroisse fiscale. Et les ressorts entre les paroisses fiscales, c'est-à-dire le ressort sur lequel étaient prélevés les impôts royaux, la taille, la gabelle, et la paroisse religieuse, pouvaient être différentes. C'est-à-dire qu'une même paroisse religieuse pouvait comporter plusieurs paroisses fiscales, parce que les territoires étaient riches à cet endroit-là. Le contenu de l'ouvrage en lui-même, comme il y a une page, une fiche par commune. La partie basse du tableau, c'est à gauche les dénombrements d'Ancien Régime, avec des années très différentes, vous voyez. Et puis à droite, la démographie depuis 1790 ou 1793, ça dépend des départements. Et le bas de la fiche, ce sont des précisions apportées sur les données qui sont présentées en haut de la fiche. Chaque fiche communale comporte le nom de la commune, évidemment, mais le nom de commune d'aujourd'hui, et le numéro de code INSEE. Et c'est par l'intermédiaire de ce code INSEE que l'on peut rattacher ces données qui ont été récupérées sur le fonds de carte IGN, parce que le fonds de carte IGN, les territoires communaux sont eux aussi identifiés par le code INSEE. La numérisation des données des volumes départementaux déjà publiés, mais c'est fantastique. Ces fichiers de données sont extrêmement utiles et si même indispensables pour un certain nombre de recherches historiques sur soit le local, soit l'évolution de la population, soit l'évolution des limites administratives, parce qu'on sait quand même aussi qu'il y a une petite relation entre un territoire administratif et son développement démographique ou au contraire son dépérissement démographique. Alors pourquoi j'ai décidé de participer à la collection des dictionnaires des paroisses et communes de France? Simplement, je suis rentrée au laboratoire en tant qu'ingénieure de recherche et à l'époque la collection avait déjà été initiée par Jacques Dupaquier. Il y avait déjà plusieurs volumes qui étaient publiés ou en route. Et il y avait un grand choix encore sur les départements. En général, les auteurs prennent les départements qu'ils connaissent, un petit peu en tout cas. Moi, j'avais 3 possibilités, 3 attaches. La Martinique, trop loin. Le département du Nord, trop lourd, plus de 600 communes. Le département du Lot, raisonnable, 340 communes. Voilà, mon choix s'est fait comme ça. À cette époque-là, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'ordinateur, que ce soit fixe ou portable, tout était fait à la main. Tous les relevés étaient faits à la main. Donc ça demandait quand même un certain temps, même quand il n'y avait que 340 communes au dernier recensement de l'époque, 99. Puisqu'il n'y avait pas d'ordinateur, il y avait quand même un travail préparatoire. On avait des fiches, c'était le CNRS qui imprimait ces fiches, vierges, de ce type-là. En fait, on devait
remplir toutes les cases, non, parce qu'il fallait avoir évidemment l'information. Pour tout, on n'avait pas forcément... Mais chaque commune avait une fiche. On partait du dernier recensement, donc celui de 99, on remontait le temps, et voilà, on remplissait les cases. Et après, quand on rentrait à Paris, on donnait ça, enfin une fois que c'était fait, on donnait ça au CNRS, et là c'est lui qui se chargeait, qui avait un service pour faire la saisie, et pour après donner à l'imprimeur le travail terminé. La reprise de cette collection ne peut que satisfaire, je pense, tout le monde, parce que il y a mon département, enfin le Lot, qui est bien entamé, mais c'est pas le seul, il y en a d'autres. Et c'est vraiment dommage d'avoir investi un nombre d'heures assez conséquent et qu'il n'y ait pas une finalité pour la communauté scientifique. Alors j'ai choisi de reprendre la collection Paroisses et Communes parce que c'est une collection qui a été très importante dans le champ de la démographie historique et qui s'est arrêtée il y a maintenant une quinzaine d'années et qu'il était souhaitable de reprendre. Et je la reprends aussi parce qu'elle avait été longtemps conduite par Jean-Pierre Bardet dans les années 80-90 et je suis un de ses anciens doctorants. Donc c'est assez naturellement que j'ai repris cette collection en compagnie de Diane Caron au Centre de recherche historique, collection qui auparavant était hébergée au laboratoire de démographie historique de l'EHESS. En quoi une collection de ce type est encore d'actualité alors qu'elle a été commencée il y a une quarantaine d'années, qu'elle s'est arrêtée depuis une quinzaine d'années? On peut se poser la question, en fait, ce dictionnaire des paroisses et communes de France, c'est un instrument de travail qui reste utile à la fois pour les historiens, mais aussi pour les archivistes, pour les amateurs d'histoire, ou même pour des citoyens qui souhaiteraient connaître un peu mieux leur territoire. C'est un instrument de travail qui fournit à la fois de l'information sur l'évolution démographique des communes et auparavant des paroisses, donc depuis l'Ancien Régime, et qui aussi est un outil de compréhension des systèmes administratifs d'Ancien Régime qui sont d'une complexité absolument immense, rien à voir avec le feuilleté administratif contemporain dont on se plaint toujours. La complexité des systèmes administratifs d'Ancien Régime est vraiment très très grande. Donc c'est un outil vraiment très utile pour se repérer quand on essaie de comprendre finalement où se situe un territoire dans son environnement dans les siècles passés. Comme c'est un vieux projet, il fallait le faire renaître, il fallait le renaître en utilisant les outils actuels. Et la numérisation de la collection est apparue importante parce qu'elle permet de toucher de nouveaux publics. C'est-à-dire que la donnée sous format papier est évidemment intéressante, mais en format numérique, elle va pouvoir toucher beaucoup plus de publics. Et puis, ça va permettre un autre usage, c'est-à-dire au lieu de l'usage simple qui consiste à consulter un document, on pourra utiliser de manière complète l'ensemble de la documentation, l'ensemble des informations qu'elle contient, pour des traitements statistiques, des analyses de sciences sociales sur les données concernant l'évolution de la population et l'évolution des structures administratives des paroisses et communes de France. On a choisi pour numériser et pour mettre en ligne le dictionnaire en format numérique la plateforme Progedo, qui est la très grande infrastructure de recherche consacrée aux données de sciences sociales. Donc c'est le lieu emblématique où les chercheurs peuvent retrouver facilement ces informations. C'est là qu'ils trouvent des informations sur d'autres types de données, des données administratives de l'INSEE, etc. Et donc disposer au même endroit, dans la même structure de ce type de données, ça leur donnera aussi une visibilité supplémentaire et, je l'espère, un usage encore plus large par les historiens, mais aussi, pourquoi pas, par d'autres communautés scientifiques. Pour le projet Paroisses et Communes, c'est particulièrement intéressant de déposer ces données sur Progedo parce que nous avons un dispositif qui permet de documenter toutes les variables, une par une. Et dans notre cas, on a vraiment besoin d'expliquer ce que veut dire, par exemple, une intendance, une élection, ou un bailliage. Le passage au fichier numérique, ça n'écrase pas du tout l'existence des volumes en papier. C'est un avantage, c'est quelque chose en plus pour pouvoir traiter les données en masse. Mais par contre, c'est très précieux d'avoir les vrais volumes avec un appareil critique très développé. Souvent, les chercheurs passaient aux étudiants des bouts de fichiers où il fallait attendre que
que les livres soient publiés pour diffuser ces données. Et ça veut dire qu'il n'y a que les étudiants de certains chercheurs et enseignants qui pouvaient avoir accès à ces données. Et aujourd'hui, on voudrait que tous les étudiants et tous les chercheurs soient égaux et puissent avoir l'accès à ces données.